Ulysse, chez Open Classrooms. Et en fait, je suis là pour une raison un peu particulière, parce que growth hacker, c'est pas tant un métier, mais c'est plutôt un buzzword aujourd'hui. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a plus de définitions de growth hacker qu'il y a de growth hacker aujourd'hui. Parce qu'il y a autant de définitions que de gens qui en parlent. Du coup, je ne vais pas prétendre vous proposer la définition du growth hacking et ce que c'est qu'un growth hacker et ce qu'il fait de ses journées, mais je vais vous parler de ce qu'on en fait chez Open Classrooms, ce qu'on voit, ce qu'on pense être un growth hacker et comment on le voit. Et d'ailleurs, c'est une question que j'adore poser en fait en entretien sur les gens qui veulent faire du marketing chez Open Classroom. C'est quelle est la vision que vous avez du growth hacking et comment vous voyez ça? Parce qu'en fait, la réponse qu'ils donnent, c'est exactement ce qu'ils sont fiers de faire et ce qu'ils pensent être chez eux des vraies qualités. Tout ça pour dire que du coup, chez Open Classrooms, qu'est-ce qu'on considère être le growth hacking? Avant tout, on est une boîte qui est très tech, et la vision qu'on a du growth hacking, elle vient en fait du hacking et de son origine à la création d'Internet et des technologies de l'information. En fait, sur tout d'un coup, une puissance qui est donnée aux gens pour faire ce qu'ils veulent, pour créer des outils et pour se fabriquer leurs propres moyens de faire les choses. Et en fait, le hacking, c'est quoi à la base? C'est des gens qui vont réutiliser des outils qui existent déjà pour faire quelque chose qui n'a pas été prévu pour ça. Tout d'un coup, tous ces outils qui sont utilisables, ces choses qu'on peut construire soi-même, elles sont utilisables différemment. Un exemple très simple de ça, c'est on a un site web qui a une base de données sur laquelle il y a des utilisateurs qui va les rentrer. Et pour ces utilisateurs, il y a un champ, c'est le nom. Et en fait, quand on rentre son nom dans le système, plutôt que mettre son nom, on peut mettre une commande qui va être exécutée par le serveur. Par exemple, drop database. Vous imaginez bien ce que ça va faire. Et ça, en fait, c'est typiquement du hacking. Parce qu'on a un outil qui est une base de données, un champ pour le nom, et on l'utilise différemment. Tout d'un coup, on s'en sert pour faire quelque chose qui n'a rien à voir. Et bon, je vous donne l'exemple de Drop Database, mais on pourrait très bien la récupérer aussi. Et en fait, la plupart des premières leaks de données qu'on a eues, chez la plupart des gros sites internet, c'était pour des raisons tout aussi bêtes que celle-là. C'est des gens qui vont se servir de fonctionnalités qui sont proposées par les sites web, qui sont proposées par les serveurs, pour faire quelque chose de complètement différent. Et en fait, comme récemment, toute l'économie a commencé à se déplacer sur Internet, et même du numérique de façon générale, on a eu toutes ces techniques et un nombre d'outils phénoménal qui sont arrivés et qui ont pu être utilisés pour des choses différentes. Le meilleur exemple de ça, en fait, c'est la croissance de Hotmail, la messagerie gratuite. C'est arrivé il y a 15 ans à peu près. C'était une époque où les messageries étaient payantes. Pour avoir une boîte mail, il fallait payer. Et tout d'un coup, il y a Hotmail qui arrive et qui fait une messagerie qui est entièrement gratuite pour ses utilisateurs. Et pour grossir vite, ils ont une technique qui est digne du génie, en fait. C'est qu'ils vont mettre en bas de l'email, dans la signature, un message publicitaire. PS I love you, envoyé depuis Messenger, depuis Hotmail, la messagerie gratuite que vous pouvez obtenir. Et ça, en fait, c'est brillant parce qu'ils ont utilisé quelque chose qui n'avait pas du tout cette fonctionnalité, qui était la signature de l'email. Et ils s'en sont servis pour faire leur promotion. Et ce qui est génial en plus dans ce système-là, c'est que cette croissance est exponentielle. Pour chaque utilisateur que vous allez en récupérer encore plus. Ce qui fait que quelques mois plus tard, ils se font racheter par Microsoft et on connaît la suite de l'histoire. La boîte se casse la gueule. Mais bref. Et donc ça, c'est typiquement un exemple d'une solution, d'un outil qui est utilisé pour quelque chose pour une finalité qui est différente au service de la croissance. Et en fait, le growth hacking à la fin, en tout cas pour nous, c'est vraiment ça. C'est aller trouver des outils, des méthodes pour toujours trouver des nouvelles manières pour grossir et pour croître. Et donc finalement, c'est ça, c'est beaucoup plus un état d'esprit qu'un vrai métier. Ce qui veut dire que growth hacker, en fait, il y a des gens qui peuvent le faire dans leur métier de tous les jours, qu'ils soient au marketing ou d'ailleurs dans d'autres domaines, que ce soit à la tech ou au légal ou n'importe où, ou même en ressources humaines. Et c'est une façon qu'ils vont avoir de travailler pour aller pour aller faire quelque chose d'autre, une façon plutôt hacking. Et ce qu'on appelle les growth hackers, et quand on va chercher des growth hackers sur des missions, c'est plutôt sur de la freelance en fait. Les mecs, c'est plutôt des mercenaires, et on a une problématique bien précise. On veut augmenter le nombre de fans sur une page, fans qualitatifs. Ou alors on veut lancer un nouveau produit, on veut faire une expérience. Et c'est dans ce cas-là qu'on va prendre un growth hacker qui va peut-être essayer de trouver quelque chose, une petite méthode, pour débloquer cette situation. Mais c'est jamais pérenne en fait. Un growth hacker, il n'est pas là pour trouver une méthode viable à long terme pour faire grossir une boîte. Il est vraiment là pour débloquer une situation à court terme. Et voilà. Merci. J'ai une question très concrète. Qu'est-ce que vous avez débloqué chez Open Classrooms, du coup? Chez Open Classrooms, je trouve que le plus bel exemple de hacking qu'il y ait pu avoir, en fait, il a été de travailler avec l'agence de Pôle emploi. Pour faire très simple, donc Open Classroom,
C'est une plateforme d'éducation en ligne. À la base, on est une plateforme de MOOC. On a des centaines de cours sur différents sujets. Et depuis 2 ans, depuis 2 ans et demi, pardon, on a lancé des parcours entièrement diplômants pour justement résoudre toutes les problématiques dont on parlait tout à l'heure sur la reconversion professionnelle. Et en fait, c'est un marché qui est hyper concurrentiel. Il n'y a qu'à voir les gens qui étaient là tout à l'heure. Et pour se lancer dessus, il nous fallait de la notoriété. Il fallait trouver des choses au départ parce que c'était pas évident de convaincre les gens de se former entièrement en ligne, de se former avec un mentor et de ne pas aller vers des solutions classiques. Donc on avait pas mal d'avantages, mais ce n'était pas forcément suffisant. Et en fait, il y a un partenariat qui a été lancé sur le premier produit qu'on avait, sur les cours, qui ont été offerts aux demandeurs d'emploi via un partenariat avec Pôle emploi. Et en fait, ce qui a été génial dans cette histoire, c'est que du coup, c'est Pôle emploi qui s'est mis à faire notre com. C'est lui qui allait voir ses demandeurs d'emploi pour dire « Inscrivez-vous sur Open Classroom, c'est génial, vous verrez, il y a plein de cours gratuitement ». Plus que ça, en fait, Hollande, qui avait basé toute sa réélection sur l'inversion du courbe du chômage, a dit publiquement « Je lance un partenariat avec Open Classroom ». J'ai eu cette idée brillante. Et je lance ce partenariat et ça va inverser la courbe du chômage, c'est génial. Et ça, c'est un message qu'on a pu récupérer et dont on a pu servir en acquisition, ce qui fait qu'on a eu plus de 50 000 demandeurs d'emploi qui se sont inscrits sur Open Classroom via ce programme. Et là où c'est génial, c'est qu'en fait, cette opération qui nous a coûté beaucoup d'argent, parce que les cours, il fallait les payer au final, et c'est des gens, on avait beaucoup d'éditeurs qui étaient payants, qui ont donc arrêté de payer pour profiter de ça. En fait, ces gens-là, ils se sont mis à... Plus tard, c'est devenu nos étudiants. Et même plus que ça, Pôle emploi est devenu notre prescripteur. Parce que lui, qui nous connaissait, puisqu'il nous avait vendu à tous ces demandeurs d'emploi, s'était mis à dire « Attendez, mais c'est vrai qu'il y a des formations en fait sur Open Classroom. Et allez-y aussi, allez vous inscrire. » Ça nous a permis vraiment de débloquer de la croissance là-dessus, sur un processus qui n'était vraiment pas du marketing plus classique en fait. Et donc ça, c'est un hack, qui, pour le coup, sur vraiment plus du long terme, et qui a très bien fonctionné pour nous. Est-ce qu'il y a une relation entre le gros hacking et le shadow web, le ratissage du shadow web? Alors il y a 2 types de hacking. C'est vraiment quelque chose d'hyper important à voir, c'est qu'il y a le black hacking et le white hacking. Quand je parlais tout à l'heure de détruire une base de données ou de la récupérer, on est clairement dans du black hacking. En revanche, il y a la méthode qu'a utilisée Hotmail, où là on est sur du white hacking. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de voler quelque chose à quelqu'un, on n'est pas en train de nuire à quelqu'un, juste on trouve une astuce, on trouve quelque chose pour obtenir de la croissance. Et en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de gros hackers qui sont plutôt du côté black, c'est-à-dire qu'ils vont voler des bases de données, ils vont scraper le web à la recherche de bases clients, etc., pour pouvoir les prospecter sur de l'inbound marketing notamment, ou ce genre de choses. Et là, on est clairement sur du black hacking. On va, pas forcément sur le shadow web, mais on va par exemple sur LinkedIn pour récupérer des bases d'email, ou on va ajouter des gens, on va même pirater des bases de données. Ça m'est arrivé, par exemple, de travailler avec des partenaires, de voir qu'ils avaient des sécurités qui étaient assez défaillantes, et malheureusement pour eux, j'ai fait un peu de sécurité avant, et donc j'ai pu hacker leur base de données et tout récupérer. Je m'en suis pas servi. Mais c'est typiquement un exemple où, avec moins de scrupules, j'aurais pu récupérer les bases clients de tous mes concurrents pour m'en servir. Et ça aurait été du gros hacking. Ceci dit, toutes ces méthodes qui aujourd'hui fleurissent beaucoup sont déjà en perte de vitesse. Parce que le gros hacking, ce n'est pas des méthodes qui fonctionnent et qui vont toujours marcher. Et il s'avère qu'aujourd'hui, on est plutôt sur aller sur des scripts, sur le shadow web ou n'importe où ailleurs pour récupérer des bases de données. Mais ça, c'est les méthodes d'aujourd'hui. Et les méthodes de demain, elles n'existent pas encore, parce que le web de demain n'existe pas encore.